Les facteurs d'appréciation des produits animaux. Entre qualité, confiance et prix, comment choisit-on ces produits ? Une série podcast du LIT Westerel. Nos choix alimentaires répondent à de plus en plus de critères. Bien que l'alimentation soit une question individuelle qui nous permet d'exprimer nos appartenances socio-culturelles, les mangeurs contemporains doivent également prendre en compte les enjeux collectifs de l'alimentation dans leurs critères de choix. Environnement, éthique animale, proximité, saisonnalité, soutien des producteurs, etc. La diversité de l'offre alimentaire tente de répondre aux attentes de plus en plus nombreuses de ces mangeurs. La multiplication des labels de qualité, les étiquetages environnementaux, les indications nutritionnelles comme le Nutri-Score ou encore les applications de scoring alimentaire sont autant de tentatives pour aider le consommateur à faire ses choix, l'informer et le guider. Le rassurer aussi, car le sentiment de confiance est primordial dans la perception de la qualité d'un produit. Alors, dans toute cette profusion d'informations, comment les consommateurs choisissent-ils leurs produits ? Quels sont leurs critères de choix ? Et à quoi reconnaissent-ils des produits de qualité ? Et après plusieurs années de baisse du pouvoir d'achat, et dans le contexte actuel de l'inflation, comment les Français perçoivent-ils la qualité ? Font-ils davantage leur choix en fonction de celle-ci ou du prix ? Dans cette troisième série de podcasts, nous nous intéresserons donc aux critères d'appréciation des produits animaux par les consommateurs et à leurs déterminants de choix. Entre confiance, qualité et prix, comment choisit-on ces produits ? Épisode 5. Ce que veulent les consommateurs. Entretien avec Laurent Pasquier, cofondateur de C'est qui le patron, la marque du consommateur. Après ces tours d'horizon des déterminants de choix des produits animaux, on s'est dit que ce serait bien de donner un exemple concret. Pour cela, nous avons invité Laurent Pasquier, cofondateur de la marque C'est qui le patron, la marque du consommateur. Cette marque, qui a pour ambition de proposer des produits bons, sains et responsables, c'est aujourd'hui 34 produits créés collectivement, disponibles dans plus de 7000 magasins contributeurs et plus de 3000 familles de producteurs. Revenons ensemble sur les raisons de ce succès. Bonjour Laurent Pasquier. Bonjour Justine. Merci de répondre à nos questions. Donc je vais commencer par une courte biographie. Donc vous avez cofondé avec Nicolas Chaban, C'est qui le patron, la marque du consommateur, en 2016. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la philosophie de votre marque et sur les raisons qui vous ont poussé à l'imaginer ? Oui, bien sûr. En réalité, tout est né en 2013. On s'est rencontrés à ce moment-là avec Nicolas Chaban. Moi, j'avais une application mobile qui s'appelait Megoo, qui est la première application de scan de code barre de produits alimentaires pour avoir de l'information, première application d'Europe. Et c'est comme ça que Nicolas m'a repéré et on s'est rencontrés à Paris dans nos locaux. On sortait de la crise de la viande de cheval, qui était une crise qui vraiment faisait poser des questions sur qu'est-ce qu'il y a dans nos produits, et en plus, y compris les produits de grandes marques, puisque les grandes marques étaient touchées. Et donc ça nous avait bien perturbés tous, pas que Nicolas et moi, tout le monde en France. Et du coup, l'idée de se dire, voilà, pour les plats, notamment les plats cuisinés à l'époque, il faudrait qu'on puisse, nous consommateurs, décider de ce qu'on met dedans, quoi, et d'en être sûr. Donc à la fois décider et contrôler. C'est un peu que ça signifie. Et donc c'est comme ça que j'ai mis au point le premier questionnaire QCM pour obtenir un cahier des charges, et on avait choisi le produit, on avait choisi la pizza. Et donc ce premier questionnaire, il est paru sur le site internet de l'application mobile, Megoo. Et moi j'avais 40 000 inscrits et j'ai pu valider que le concept fonctionnait très bien
qui avait vraiment à la fois le côté pédagogique du questionnaire, la décision collective. Et après, on a essayé de trouver des partenaires pour pouvoir aller au bout de la démarche. En 2013, on n'a pas trouvé à ce moment-là. Il a fallu attendre effectivement 2016, comme vous l'avez dit, pour que on puisse avoir des partenaires distributeurs et industriels qui nous suivent et ainsi lancer la marque, et non pas sur la pizza mais sur le lait. C'est comme ça que ça a débuté. Et donc aujourd'hui, concrètement, la marque C'est qui le patron, c'est quoi ? Concrètement, c'est une marque de consommateurs qui a comme philosophie de partager la décision avec les consommateurs. Et dans les grandes valeurs qui ressortent des consommateurs et donc à travers la décision des consommateurs, les valeurs qui sont maintenant identifiées à la marque, il y a notamment la juste rémunération des producteurs, qui est un élément très fort. Et après, il y a des éléments évidemment environnementaux, de qualité, locaux, des thèmes qui reviennent très souvent, qui sont demandés par les consommateurs. Il faut savoir que quand ils votent à travers un questionnaire, les consommateurs, c'est un questionnaire particulier, c'est-à-dire que c'est pas juste de poser une question, est-ce que vous voulez que le bien-être animal soit respecté, par exemple? Non, on va à la fois poser la question, mais aussi indiquer l'impact que ça a sur le produit, notamment en termes de prix. Et donc, à chaque fois qu'il y a une question sur un élément constitutif du produit, que ce soit un ingrédient, une recette ou des éléments autour sociaux et environnementaux, il y a un arbitrage fait par le votant sur l'impact financier que ça a sur le produit. Donc on fait pas de vote comme ça à l'aveugle où forcément on est toujours d'accord pour que les animaux se portent bien. Enfin, qui va dire non? Enfin, non, je veux qu'ils souffrent. Non, en fait, non. Évidemment, tout le monde est d'accord. Sauf que l'arbitrage se fait vraiment au moment du questionnaire et se fait pas en rayon à un moment où là, on découvre un prix et qu'on se dit, déjà, c'est plus cher que ce que je croyais. En plus, on connaît pas comment c'est arrivé, la confiance n'est pas encore établie, etc. Donc là, tout l'arbitrage et le lien de confiance se fait en amont. Et le tour de force de C'est qui le patron, c'est d'avoir justement réussi à travers ce questionnaire de relier les deux mondes du virtuel et du réel. Et alors que tout le monde nous disait ça pourra pas marcher parce que justement il y a cette rupture de canal entre le internet et le rayon, et que les gens font autre chose quand ils sont en rayon par rapport à ce qu'ils déclarent lors d'un sondage, quoi. Oui, sauf que le sondage, il est jamais complet. On n'a pas les impacts, on n'a que des éléments. Oui, j'ai envie que les gens se sentent bien. Oui, j'ai envie que les animaux se sentent bien. Oui, j'ai envie que la planète ça aille bien. Oui, d'accord, mais combien je suis prêt à payer pour ça? C'est ça la question aussi qu'il y a derrière, et c'est ça qu'introduit C'est qui le patron, et donc jusqu'à la rémunération des éleveurs. Cette question s'était pas posée au moment de la pizza, mais elle s'est posée au moment du lait, de la création du questionnaire de lait, parce que la crise était assez terrible à ce moment-là, même si elle n'avait pas éclaté encore médiatiquement. Nous, on savait qu'il y avait un gros écart de rémunération entre ce qui était nécessaire pour un éleveur et ce qui touchait effectivement, quoi. Et donc effectivement, avec C'est qui le patron, vous mettez en avant l'idée du juste prix. Et nous, dans cette série de podcasts, on se pose la question du consentement à payer des consommateurs et du poids du prix dans les critères de choix. Et donc finalement, ce que vous mettez en avant à travers votre marque et vos questionnaires, c'est que les consommateurs sont prêts à payer plus pour plus de qualité. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui ressort de ces questionnaires, où il y a certains critères sur lesquels justement les consommateurs vont se dire je mettrai pas la qualité devant le prix, etc. C'est pas systématique que les votes soient sur les réponses maximum, pas du tout. Il y a quand même un arbitrage. Par exemple, le bio n'a jamais été voté. Alors on a 2 produits bio, mais parce qu'il y en a un, on a dit qu'il serait bio dès le départ, et un autre parce qu'effectivement le bio avait quand même un bon score. Alors il y a d'autres exemples, mais c'est celui le plus marquant. L'exemple où entre 3 réponses possibles sur le mode d'agriculture, c'est-à-dire intensif, modéré, et c'est pas modéré le terme, j'ai oublié, et puis bio, les consommateurs votent la réponse du milieu, quoi. Celle qui est un entre-deux. Donc ça signifie que y a un réel arbitrage. Effectivement, les gens se disent ok, ça, je suis prêt à mettre le prix. Là, ça me fait trop d'écart. Et même si certains le votent effectivement, mais c'est pas la majorité. Après, c'est une histoire de majorité chez C'est qui le patron. Ça veut pas dire que personne ne vote bio, bien entendu.
En général, on avait autour de 30% de gens qui votaient bio, entre 25 et 30. Mais du coup, c'était pas la majorité. Alors, il y a 2 éléments pour poursuivre sur la question. Il y a 2 éléments pour que les gens, effectivement, achètent des produits qui ont plus de valeur, que ce soit de la qualité des ingrédients, qualité de la recette, au niveau du goût, que ce soit la qualité environnementale, qualité sociale, enfin, tout ce que vous mettez derrière le mot qualité. Hein. Il faut qui comprenne. Donc, ça veut dire de la pédagogie, chose qui manque terriblement auprès des consommateurs. Parce que l'histoire a fait que il y a quasiment pas d'éducation à l'alimentation à l'école. Il y en a même moins qu'avant. Et sinon, il y a quasiment pas d'éducation à l'école sur l'élevage des animaux ou l'agriculture végétale. Alors que dans les années 50, quand je reviens au tout début ou les années 50 et avant, il y avait un lien qui était beaucoup plus fort avec le monde agricole que maintenant. Maintenant, on n'a plus ça. Donc là, il y a un réel manque de compréhension de comment on arrive à un produit qui se vend dans les rayons, quoi. Donc ça, c'est un vrai sujet, de bien comprendre comment on fait les produits, parce que c'est comme ça qu'on comprend la qualité d'un produit aussi, tout ce qu'il y a derrière. Et le deuxième élément hyper fort pour acheter des produits qui ont plus de valeur, c'est la confiance. La confiance dans les allégations qui sont portées, la confiance dans la marque. Ça, c'est hyper fondamental. Si on a ces 2 éléments, il peut y avoir achat. Alors après, il y a même, je dirais, un troisième élément, c'est que le prix corresponde à la valeur que l'on y met, encore. Là, on peut en voir des fois des écarts assez importants entre valeur et prix. Mais justement, si on a plus de connaissances, on peut davantage estimer le rapport entre la valeur et le prix. Parce que si on n'a pas de connaissances, si le prix, même s'il est en face d'une vraie valeur qui est justifiée dans le produit, si on comprend pas cette valeur, on comprend pas le prix non plus. Donc il y a quand même un lien fort, même s'il y a des fois des décorrélations. Parce que du coup, vous avez combien de produits aujourd'hui chez C'est qui le patron ? Une trentaine. Une trentaine. Et du coup, est-ce que vous arrivez à voir à travers tous ces produits des espèces de grandes tendances qui se dessinent ? Parce que, je vous cite, j'ai repris une de vos citations lors d'une interview. Vous dites « Notre entreprise répond à une crise de défiance alimentaire et à une demande évidente des consommateurs qui réclament aujourd'hui des produits sains et surtout beaucoup plus de sincérité. » Donc c'est un peu ce que vous avez dit jusqu'ici. Est-ce que vous arrivez à voir justement ce que ça veut dire pour un consommateur des produits sains ? Et est-ce qu'il y a des grandes tendances qui se dessinent ? Vous parliez par exemple du bio qui finalement n'était pas la majorité de vos consommateurs. Est-ce qu'il y a d'autres grandes tendances ? Ou alors ça va être plus sur un produit particulier, par exemple la brique de lait. On sait que du coup les consommateurs vont aller vers tel ou tel prix, tel ou tel critère. Le mot sain, c'est un vrai sujet, effectivement, parce que il n'a pas du tout la même signification entre chez les professionnels et chez les particuliers, les consommateurs. Les professionnels font un peu exprès aussi de pas le comprendre, hein, mais grosso modo, quand ils parlent de produits sains, et c'est aussi effectivement ce qui est écrit dans les textes, etc., c'est un produit, on va pas mourir en le mangeant, quoi. Ou en tout cas pas être malade, tout de suite. On va pas avoir des problèmes de digestion, etc. C'est ça qu'ils entendent souvent par sain, et on entend souvent notre alimentation est la plus saine du monde, parce que en fait, on prend les taux d'intoxication, et on voit qu'il y en a très peu, même il y en a encore quelques fois, mais c'est très rare. Et en fait, d'un point de vue consommateur, les intoxications, c'est même plus un sujet parce que c'est inacceptable de toute façon. Donc c'est pas ça qu'ils entendent quand ils utilisent le mot sain, les consommateurs. Ils utilisent vraiment un produit qui va pas me rendre malade dans 10, 20, 30, 40, 50 ans. C'est ça le sujet. Est-ce que ce produit va pas me provoquer le cancer, un problème de dégénérescence du cerveau, enfin voilà les vraies choses dont il parle, des problèmes cardiaques, des veines qui se bouchent, voilà, c'est ça dont on parle quand on est consommateur donc du coup, à travers ce mot sain, la première réponse de base c'est est-ce qu'il n'y a pas des produits chimiques dans le produit ou des ingrédients, un produit qui n'est pas équilibré, trop de matières grasses saturées, trop de cholestérol, ces choses-là, c'est pas forcément des produits chimiques, hein, qui viendraient nuire à ma santé sur le long terme, pas à court terme. On n'a pas de peur à court terme, on n'a plus de peur à court terme, on en avait avant, hein. Toujours les années 50, on en avait encore, il y avait encore des accidents, beaucoup plus fréquents que maintenant. Maintenant, il y en a vraiment très très peu, on peut pas dire qu'il y en a pas, mais c'est vraiment rare. Donc voilà ce qu'on entend. Mais au-delà de ça, il y a aussi, à travers le mot sain, même si c'est pas la même chose, la notion de retour à une alimentation plus locale, qui est plus liée à la confiance en réalité. Mais on a quand même l'impression que si ça vient pas de loin, c'est quand même mieux aussi. Que ça a été mieux fait.
Voilà. Et puis une industrie agroalimentaire qui reste à taille humaine. Ouais. Il y a aussi ça derrière, qui ressort souvent. Donc dans les grands thèmes, il y a le local. Ça c'est systématiquement voté par les consommateurs de C'est qui le patron. Il y a le sans additifs, grosso modo, le produit le plus naturel possible. Et quand il a fallu qu'il y ait quelques additifs, il a fallu vraiment très très expliquer pour quelles raisons, quelles étaient les conséquences de pas en avoir sur les durées de vie du produit, les DLC, etc. Donc voilà, là il y a énormément de pédagogie qu'il a fallu mettre en place. Il y a la rémunération des producteurs qui ressort aussi tout le temps, donc il y a aussi une justice sociale qui est importante pour le conso. Et quelque part, il y a cette idée aussi qu'à travers un agriculteur bien rémunéré, il va faire des bons produits aussi, parce qu'il va avoir les moyens de le faire, parce que il fait bien son travail, de toute façon. Et que s'il le fait mal, c'est qu'il est contraint de mal le faire. Soit parce qu'il n'a pas assez de moyens, soit parce que on le lui demande. Mais c'est pas de lui-même, quoi. A priori, un agriculteur, il aime son métier, il aime sa terre, il aime ses bêtes, quoi. Voilà un peu les éléments forts qui ressortent. Et justement, par rapport aux produits animaux, donc il me semble que vous avez plusieurs produits animaux. Donc il y a forcément, on parlait de la brique de lait, mais je crois que vous avez aussi du poulet et différents types de produits animaux. Est-ce que sur ces produits-là, le bien-être animal est central dans le choix des consommateurs, ou est-ce qu'il est finalement peu présent ? Alors je sais pas si on peut dire central, mais en tout cas il fait partie des choix. Clairement, le poulet, il a été voté en liberté. Ça c'est. Et d'ailleurs, C'est qui le patron a reçu un prix du CIWF pour les œufs. C'est les consommateurs qui ont voté pour ce produit, puisque c'est eux qui votent. Et c'est eux qui choisissent. Donc, quand il y a 8000 votants, voilà. Ou 10 000. Enfin, en général, la moyenne, c'est 10 000. Ça va entre 6 et 18 000, je crois. Ça dépend des produits, mais grosso modo, c'est autour de 10 000. Vous parlez des œufs et de la récompense que vous avez eue avec CIWF. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces œufs ? Quels ont été les critères de choix ? Comment ils sont produits maintenant ? Un des éléments, ça avait été qu'ils soient en liberté. Ensuite, il y a eu un élément aussi pour qu'à l'intérieur du bâtiment, puisque les poules peuvent rentrer ou sortir librement, mais il y a une certaine surface minimum et supérieure à la réglementation pour les poules. Je me souviens aussi d'un élément intéressant, c'était sur la couleur du jaune. Vous savez qu'en France, on pense que un jaune plus jaune signifie un meilleur œuf. Alors c'est pas vrai scientifiquement. D'ailleurs en Hollande, ils ont des jaunes pâles et eux ils trouvent que c'est ça qui est un bon œuf. Ça dépend c'est culturel. Mais donc toujours est-il que les fabricants français font en sorte que le jaune soit très jaune. Parce que c'est comme la porte de voiture qui se claque en faisant un certain bruit, voilà, ça donne une impression de qualité. Faut que ça fasse le bruit allemand pour les voitures. Et donc, il y a 3 possibilités. Soit on donne une certaine alimentation riche en grains de maïs, etc. Soit on donne des colorants qui peuvent être soit artificiels, soit naturels. Donc naturel, ça veut dire que c'est des choses bonnes à manger, mais qui n'ont pas un intérêt nutritionnel particulier. Mais voilà, qui poussent naturellement. Okay. Et donc évidemment, le colorant artificiel a été rejeté par les consommateurs, bien que moins cher que les autres méthodes. Vous avez répondu à la plupart de mes questions. Est-ce que vous avez un mot de la fin ou quelque chose à rajouter ? Le mot de la fin, c'est bravo à l'I2STRL d'avoir pris en considération, effectivement, d'avoir l'avis des consommateurs, parce que quand on veut faire changer les choses, comme c'est un des objectifs de l'association, ça part quand même à un moment donné de la consommation. Il faut que le consommateur qui ne connaît pas tous les rouages des professionnels, etc., comprenne ce qui se passe et puisse commencer à infléchir la demande. Et c'est de là que ça part. Voilà. C'est l'exemple de C'est qui le patron. Et je pense que ça doit être de plus en plus généralisé. Il faut arrêter le plus possible de faire du descendant. C'est-à-dire, voilà, on a discuté entre professionnels et puis c'est comme ça que ça va se faire. Nous, on pense que c'est ça qui est bien pour les consommateurs. Côté un peu paternaliste, et puis aller de plus en plus vers quelque chose de plus de discussion avec les consos, avec plus de remontées actives. Voilà, c'est-à-dire des consommateurs non seulement qui s'expriment, mais qui peuvent participer aux décisions et aux choix. En tout cas, les embarquer dedans, parce que c'est comme ça qu'on crée la compréhension et c'est comme ça qu'on crée aussi la confiance. Les 2 éléments clés pour que effectivement les gens achètent des choses qui ont plus de valeur. Très bien, eh bien merci Laurent Pasquier. Merci à vous, merci Justine. Merci de nous avoir écoutés.
c'était le dernier épisode de notre 3e série de podcasts. On se retrouve bientôt pour notre 4e et dernière série autour du marché de l'offre alternative et de la végétalisation de notre alimentation.